Mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Il existe dans notre région une institution d'enseignement par laquelle bon nombre d'entre nous sont passés, moi y compris, et qui a beaucoup évolué et qui évolue encore grandement. Il s'agit bien sûr du Cégep de Thetford et pour en discuter, nous rencontrons aujourd'hui M. Robert Rousseau, directeur général de cet établissement d'importance dans la région. Bonjour M. Rousseau. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, on vous reçoit. Oui, je suis charmé d'être ici. Mon Dieu, à toutes les fois j'entre, c'est comme une nouvelle découverte et ça rappelle des souvenirs également. Même si des fois on se reconnaît plus tout à fait parce qu'on est quand même passé ici de mon côté, j'ai terminé en 88. Donc depuis ce temps-là, il y a la bâtisse qui est toujours là, il y a des ajouts, mais même à l'intérieur, ça a beaucoup changé aussi. Effectivement. Yes. Pour commencer, comment décrirez-vous la réalité actuelle du Cégep de Thetford? Ben, c'est un cégep qui est en bonne posture, selon moi, dans le sens qu'il y a de ça quelques années, on avait quand même des inquiétudes par rapport à la clientèle. Okay. Les prévisions étaient un peu alarmistes. Okay. Et bon, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place au fil du temps, là, sur plus qu'une décennie, dans le fond, pour essayer de nous ramener à un niveau de clientèle non seulement viable, mais qui nous permet même d'anticiper un développement dans les années futures. Donc, c'est le point de départ. Si on veut qu'un cégep se développe, répondre aux besoins de son milieu, ben la mission première, c'est l'enseignement, ça nous prend des étudiants. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. On a, évidemment, les gens ont vu évoluer notre carte sportive. On est allé chercher des étudiants internationaux. On a développé, ça fait maintenant plus de 10 ans, un campus, un centre d'études collégiales, plus précisément, sur le territoire de Lotbinière. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est en avance sur nos objectifs au niveau de la clientèle. On visait 1300 étudiants dans notre plan stratégique, mais là, on est en haut de 1400 au moment où on se parle et le plan n'est pas terminé. Donc, c'est positif. Ça nous permet de dire qu'on est en meilleure posture qu'on l'était il y a 10 ans, et que le cégep a un bel avenir devant lui. Et c'est hautement positif, je crois bien, quand on voit tout ce qui s'y passe aussi. Tout à fait, tout à fait. Quels sont les changements qui ont pu être observés dans le profil des étudiants au cours des dernières années? Bien, j'ai mentionné l'international. Ouais. Il y a de ça une décennie, des étudiants internationaux, on en avait quelques-uns, beaucoup de l'île de la Réunion à ce moment-là, okay. Quelques étudiants français également, mais où il n'y avait pas au total 50-60 étudiants internationaux dans le cégep, alors que l'an dernier, on avait au-delà de 200. Oh, quand même! Juste pour illustrer. Donc, évidemment, ça change un peu le portrait de la clientèle, et ces étudiants-là viennent de la francophonie. Okay. Évidemment, c'est un établissement d'enseignement collégial en français. Donc, les gens doivent parler français. Mais ils viennent d'un peu partout en France, mais aussi sur les territoires français, mais aussi en Afrique, de plusieurs pays africains. Il y a une grande diversité de nationalités qui sont représentées ici. Pour moi, ça, c'est, je pense, le principal changement qu'on a observé, alors qu'à l'époque, il y a ça plus de 10 ans, la clientèle, si on exclut des programmes comme technologie minérale, génie du plastique, un peu technique d'éducation spécialisée, essentiellement, la clientèle était locale. Et c'est un des grands changements qu'on a perçus au niveau de l'international. Et ça fait un cégep ouvert sur le monde aussi. Tout à fait. On peut aller vers le monde, mais le monde peut venir vers nous aussi. Nous également, oui. Quel rôle joue le cégep, selon vous, dans le développement régional et économique de Thetford et de toute la région? On essaie d'être un acteur d'influence dans le milieu. C'est ce qu'on avait écrit dans notre plan stratégique quand on parlait de notre vision. Okay. Mais comment est-ce qu'on peut être un acteur d'influence? C'est en étant un levier pour le développement de la région. On fournit des finissants, des travailleurs aux entreprises, que ce soit via l'enseignement régulier, que ce soit via notre formation continue. Bref, l'idée, c'est de venir répondre aux besoins des entreprises, mais on offre aussi de la formation, des fois non créditée en entreprise. On est très fort et très présent en matière de recherche également. Oui. On a tout un secteur qu'on appelle de l'innovation. On a 21 équipes sportives qui font vibrer le milieu. On développe aussi non seulement la région immédiate, mais on travaille aussi au développement de Lotbinière. Bref, c'est d'être un partenaire du milieu dans leur développement et jouer un peu, je comparerais ça à jouer un rôle de levier. On sait à quoi ça sert un levier. Mais le cégep, il faut le voir un peu comme un levier qui va venir
par toutes ces ressources de toute nature, venir aider aux projets, aux idées, au développement régional, à la qualité du milieu de vie. C'est un peu tout ça, hein? C'est très diversifié. En effet. Donc, c'est un rôle d'importance vraiment que vous jouez dans la région. Ça, on en prend conscience de plus en plus. Quels sont les principaux défis auxquels le Cégep fait face actuellement, notamment en matière de recrutement et de rétention d'étudiants? En matière de recrutement et de rétention, je dirais que ça va plutôt bien actuellement. Contrairement pendant plusieurs années, on n'a pas un programme qui traîne la patte. Okay. Au niveau du recrutement. Ils sont tous dans un état de santé que je qualifierais, le plancher, là, c'est satisfaisant, puis à certains moments, ça va très bien aussi. Donc, les défis ne sont pas tant au niveau recrutement étudiant, même rétention, les choses vont quand même bien, on appelle ça le dossier de la réussite chez nous, là. Réussite des étudiants, première session, persévérance, on est rendu à 3e session, diplomation ensuite, quand même, on s'en tire bien. Je pense que les principaux défis actuellement, c'est on vit une croissance. Ça reste un défi, une croissance. Oui, il faut la gérer, la croissance. Il faut la gérer, exactement. Et on est dans un contexte qui est quand même plus difficile au plan financier. On a subi des coupures importantes l'an dernier. Gel d'embauche, limite des heures travaillées. Mais il faut quand même continuer à supporter le développement de notre milieu, accompagner nos étudiants à travers tout ça. Donc, c'est un défi. Ça, il faut le mentionner. Ça a été un défi de gestion, au fond. Un défi de gestion. Puis l'objectif, ça revient à... Si on veut être un levier de développement, il faut qu'on ait les moyens d'être ce levier de développement-là. Des fois, ça sous-entend embaucher du monde qui vont venir aider, ça va être en autofinancement, qui vont venir aider à des projets régionaux, supporter faire la part du cégep, dans le fond, supporter ces projets-là, mais du point de vue cégep. Et souvent, on réussit à le faire en autofinancement, on réussit à faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Mais dans un contexte qui est plus difficile au plan financier actuellement, au niveau national, ça fait en sorte que nos principales difficultés, c'est peut-être comment on réussit à supporter tout ce développement-là dans un contexte où on est quand même on est limité dans nos moyens, mais on continue à le faire. Parfait. Et ça semble être efficace aussi. On essaie, en tout cas. Parfait. Est-ce que la ruralité ou la démographie de la région présente aussi des obstacles particuliers pour un établissement comme le vôtre? Moi, je vois une chose. Oui. Quand on parle de ruralité, démographie régionale, il y a la région immédiate, évidemment, la MRC des Appalaches. J'ajouterais le Binière dans ça, mais il y a quand même des particularités qu'on connaît puis qui sont propres à Chaudière-Appalaches. Donc, c'est régional et régional plus, je dirais. Oui, étendu. Le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les étudiants de première génération. Ça reste un défi. Par définition, un étudiant de première génération, c'est un étudiant qui n'a pas eu autour d'elle ou de lui de modèles qui ont fait des études au niveau supérieur. Donc, c'est des gens qui, les parents, les oncles, les tantes, grands-parents, frères, sœurs, nommons-les tous, là, dans son milieu, dans son environnement, il n'y a pas une culture d'aller dans les cégeps ou à l'université par la suite. Et ça reste un enjeu parce que ça fait des étudiants qui sont un peu des pionniers dans leur milieu. Ouais. Puis c'est dans la façon de les accompagner que le défi réside. Mais on travaille fort là-dessus. Il existe ce qu'on appelle le pôle en enseignement supérieur de Chaudière-Appalaches. Cégep de Thetford, nos voisins en Beauce, à Lévis, l'UQAR. Okay. On travaille justement à identifier des meilleures façons d'accompagner cette clientèle-là quand elle nous arrive, toujours dans la perspective de les amener à réussir. Puis certains pourraient se sentir suffisamment perdus et se dire « c'est pas ma place ». Et on essaie justement d'éviter ça puis de leur donner tous les moyens nécessaires pour qu'au contraire, ils disent « ben oui, c'est ma place. Je suis la première personne de ma famille, mais je ne suis pas la dernière. Okay. » C'est un enjeu. Mais pour être passé ici, je dirais que c'est un endroit très convivial, au fond. Oui. Peut-être parce que c'est pas un cégep d'une immensité incroyable non plus. Oui, c'est... Mais c'est une grande famille, d'une certaine façon. Oui, la petite taille, c'est une force. Ouais. On connaît tout le monde, puis on l'utilise au mieux pour bien accompagner nos étudiants. C'est ça le secret. Parfait. Comment le cégep s'adapte-t-il aux transformations technologiques
aux besoins changeants du marché du travail? En fait, première chose, c'est qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Hein. Ouais. Ça va de soi. Puis, il y a de ça 20-25 ans, c'était Internet qui était une nouveauté. Aujourd'hui, c'est difficilement une nouveauté. Ouais. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. Ça commence à être connu. Ça commence à être utilisé. Ouais. En éducation, il y a des enjeux partout par rapport à ça. En éducation, il y en a également. Par rapport à comment on fait en sorte de bien l'utiliser sans que ça devienne un outil qui se substitue au travail intellectuel des étudiants. Comment on peut mettre tout ça ensemble pour que, de la même manière qu'Internet, ça faisait peur, mais aujourd'hui, c'est très bien intégré, comment on peut faire la même chose avec l'intelligence artificielle? Et ça a un lien direct avec la formation. Mais comme toutes les organisations autour, on se pose aussi des questions sur comment ça va rentrer dans nos organisations, comment on va l'utiliser de la bonne façon, de manière efficace, comment on peut être gagnant par rapport à ça. Puis il y a des enjeux, il y a aussi des menaces, donc il faut concilier tout ça. Notre service de formation continue travaille justement à élaborer des formations qui vont accompagner le milieu, mais en même temps qu'on travaille là-dessus, on a aussi nos propres enjeux au niveau local. Donc, c'est s'adapter aux nouvelles technologies, on n'a pas vraiment le choix. Puis la demande va venir de notre milieu, de nos entreprises qui vont s'attendre à avoir soit des formations, de l'accompagnement, de la recherche. On va sûrement parler dans la rencontre cet après-midi de la situation de nos centres de recherche. Ce sont 2 CCTT, des centres collégiaux de transfert technologique. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, on pourrait, je pense, passer une entrevue au complet là-dessus. Possiblement. Y a-t-il des projets majeurs qui sont en développement au Cégep de Thetford? Il y en a toujours. Évidemment, on vient d'en finir un. Oui, un complexe sportif intérieur, c'est un majeur majuscule. Là. Oui. Mais on a quand même encore un certain nombre de travaux qu'on regarde. L'un d'entre eux est associé à notre bibliothèque collégiale et municipale. On a l'intention, on parle de travaux physiques, là, mais on a l'intention de faire des travaux de réfection dans un futur relativement proche. On est à l'étape de tout ce qui est planification, dans le fond, mais c'est un projet qui s'en vient. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix, comme toute organisation, au niveau physique. Il faut bien penser aux toitures, parce qu'on ne voudrait pas qu'il nous pleuve dessus. Et on regarde aussi l'enveloppe du bâtiment qui date un peu. Mais c'est un bâtiment qui est en bon état, où beaucoup de choses ont été rénovées au cours des dernières années. Nos 5 résidences sont rénovées. Donc, c'est pas vers ça qu'on se destine tellement, mais il y a aussi des projets au niveau de la formation. Je parlais d'intelligence artificielle à la formation continue. Il y a un autre projet majeur, on l'appelle Lab 4. Anciennement, son nom, c'était Lab to Market. C'est un projet qu'on est allé chercher au plan pan-canadien. Puis l'objectif derrière ça, c'est d'accompagner des gens au Québec qui sont à l'école, en enseignement supérieur habituellement, université beaucoup, collégial, c'est possible aussi. Puis soit mettre sur le marché un nouveau projet, un nouveau produit, ou même lancer une entreprise, on appelle ça des startups. Donc, on est allé chercher ce projet-là, puis c'est un projet national, puis nous, on a l'ensemble du Québec à couvrir. Fait que c'est des projets qui prennent une place importante. Notre service d'innovation, c'est un de nos services qui a le plus de croissance à l'intérieur du cégep. Et chaque projet qu'on prend, ça le dit, hein, on est en mode innovation. Donc, soit que c'est un projet directement à l'intérieur du collège, soit que c'est un projet où est-ce qu'au contraire, on s'associe avec des gens du milieu, puis on les accompagne dans leur processus. Quand on additionne tout ça, il n'y a pas de nouveau complexe sportif à l'horizon, mais beaucoup de projets de cette nature-là qui sont sur la planche à dessin ou même qui sont lancés actuellement. OK. Il y a beaucoup de programmes, je pense, qui sont offerts par le Cégep. Oui. Au fond, au niveau minéralurgie et autres. Oui. Il y en a même un nouveau qui était la formation pour coordonner les salles de contrôle minière. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, en quelque sorte, oui. Oui. Ce qui est le fun, premièrement, c'est que c'est une alliance entre 3 établissements qui, historiquement, ne travaillaient pas tellement ensemble. Mais récemment, on a jugé qu'en unissant nos forces, on était capable de vraiment mieux répondre aux besoins du milieu.
c'est le cégep d'Abitibi, Témiscamingue, il y a le cégep de Sept-Îles et nous, les 3 établissements qui offrent la formation en technologie minérale dans le milieu. Ouais. Puis un besoin du milieu, des entreprises, c'est comment vous pourriez nous aider à former des gens qui œuvrent en salle de contrôle. Pourquoi? Parce que... Il y avait une demande à ce niveau-là, il y a une grande demande, puis l'industrie minière, elle aussi, elle évolue. Et présentement, je dirais, c'est impressionnant de voir à quel point beaucoup de choses sont automatisées. Quand on a fait l'annonce, on était dans une mine en Abitibi, et on voyait tous les espaces qui servaient pour contrôler les différentes opérations d'une mine. Moi, ce qui m'a marqué à un moment donné, c'est de voir quelqu'un relativement jeune. On aurait dit qu'il était dans un arcane. Il était en train de contrôler quelque chose, assis dans une chaise. Puis, première chose qu'on sait, c'est qu'il est en train de contrôler une drill qui est 3 km sous terre, en train de creuser. OK. Et ça se fait tout à partir de la salle de contrôle. Mais là, il y a un paquet d'autres paramètres qui se doivent d'être contrôlés en même temps. La ventilation, évidemment, il faut contrôler les équipements aussi. L'idée, c'est pas les camions. Les camions miniers, on sait que c'est pas petit, ces choses-là. Non. Mais c'est souvent contrôlé dans des salles de contrôle plutôt qu'avoir des gens qui sont à l'intérieur qui les conduisent. Okay. Les gens ne savent pas ça, mais, non, pas du tout. Mais sur la base de tous ces développements-là, il y a un nouveau besoin qui a été créé, qui est de former des gens qui sont techniciens en salle de contrôle. Et ça peut être des gens dans le domaine de la technologie minérale, mais c'est plus large que ça. Ça peut prendre des gens qui ont une base en informatique. Là où on était la dernière fois, il y avait même des gens qui avaient été dans l'industrie forestière puis qui étaient recyclés dans les salles de contrôle. Donc, c'est un besoin de formation qui a été identifié. Quand on identifie un besoin de formation, la formation continue, c'est une de ses forces, bien, il faut transformer ce besoin-là en une formation qui va nous permettre d'accompagner le milieu. C'est exactement ça qu'on fait avec ce programme-là. Donc, voilà. Quelle est l'importance du campus de Lotbinière? Ben, en termes d'étudiants... On parlait que ça fait combien de temps qu'il est déjà sur pied? Ça fait 10 ans. On commence notre 11e année. C'est un établissement qui, premièrement, répond à un besoin du milieu. On n'a pas été s'implanter là parce que ça nous tentait, évidemment. Il y avait une demande. Il y avait une demande, puis il y avait surtout une très forte croissance de la population qui était attendue. Ce qui fait que la première année, on avait 24 étudiants. On a commencé avec 24. L'année suivante, on en avait 70, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on défonce le 200. Et bien franchement, je pense qu'en 2030, on va être en haut de 300. Okay. Parce que la croissance se poursuit. Donc, pour le cégep, 200 étudiants actuellement, 300 dans un futur relativement rapproché. Ça représente quand même près de 20 de notre clientèle, là, grosso modo. Donc, oui, c'est important, mais ça nous permet de... Le cégep, à la base, on existe parce qu'il y a une mission à remplir. Cette mission-là, c'en est une de formation. Ça peut être plus vaste que ça, quand on parle de recherche, d'innovation, d'accompagnement, le milieu sportif, culturel, etc. Mais fondamentalement, à la base, il faut pouvoir répondre aux besoins d'étudiants sur le territoire. Alors, on réussit non seulement à le faire à Thetford depuis 56 ans, mais on réussit aussi à le faire maintenant à Lotbinière, puis c'est notre 11e année. Donc, c'est comment mieux remplir notre mission, être un meilleur levier pour nos régions immédiates. Puis, dans certains cas, on a des programmes nationaux, donc aussi pour le Québec. Parfait. Je voyais au niveau de la formation continue, dont on a discuté un peu, il y a une offre assez incroyable. Bien, la beauté de la chose à la formation continue, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté sur l'élaboration de programmes. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a une marge de manœuvre qu'on n'a pas au régulier, où on ne peut pas dire demain matin qu'on crée un nouveau deck. Ça se fait pas comme ça. Il y a tout un processus. C'est beaucoup plus long. Donc, la formation continue, c'est souvent fait pour répondre à des besoins plus immédiats. Des fois, c'est crédité, des attestations d'études collégiales, des AEC qu'on appelle ça. D'autres fois, c'est même pas crédité. C'est des programmes qui servent directement à répondre à des besoins des industries. Un exemple, on a une formation pour les superviseurs de premier niveau. Ceux qui passent du plancher puis qui deviennent superviseurs, comment les aider à mieux franchir cette marche-là. Ça, c'est non crédité, mais ça répond. Il y a beaucoup d'entreprises. C'est une de nos plus vieilles formations. Okay. Donc, au fil du temps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait affaire avec nous, qui ont fait appel à nos services pour former leurs futurs contremaîtres ou chefs d'équipe, des choses du genre. Puis, on a cette souplesse-là à la formation continue. Donc, il y a un besoin. Notre job, c'est d'y répondre, finalement.
Et la demande n'arrête pas de croître, j'imagine, à ce niveau-là. Exactement. Parfait. Le cégep, je basais un peu de centre de recherche tantôt, mais regardez, vous avez l'Observatoire national de l'amiante, 2 centres de transfert technologique, Coalia en minéralurgie, génie du plastique, matériaux avancés, Chemitech en chimie verte, mise à l'échelle de procédés, Athletica Innovation aussi, que j'ai découvert au cours de mes recherches, au niveau des activités physiques et sportives, et aussi le pôle d'innovation, développement durable et innovation sociale, que j'ai rencontré aussi la semaine dernière, finalement. Oui. Quelle est l'importance, selon vous, de ces centres d'expertise pour le cégep, pour toute la région? Si on est un levier pour la région, c'est une chose de former des étudiants, puis c'en a une autre de répondre à d'autres besoins. Évidemment, il faut relativiser. L'Observatoire national sur l'amiante, c'est une entité qui couvre l'ensemble du Québec, avec 4 objectifs, là, le bien-être des collectivités, la qualité de l'environnement, la santé publique et le développement socio-économique. Tout ça revient au niveau de l'ONA, où est-ce que c'est un observatoire qui doit justement amener des observations, amener des recherches qui vont nous aider dans notre prise de décision. L'Observatoire national sur l'amiante, c'est un outil d'aide à la prise de décision à tout niveau, que ce soit pour les entreprises, le gouvernement, etc. Et ça, bien que ce soit national, pas besoin de vous dire que les enjeux au niveau de l'amiante, ils ne sont pas identiques partout. Donc, dans la région immédiate, ici, c'est très important. Oui, c'est essentiel même. Voilà. Nos 2 centres de recherche, la beauté de la chose, c'est que les gens l'ignorent, mais on a près d'une centaine de gens qui œuvrent dans le domaine de la recherche appliquée et de la haute technologie, directement dans notre région. C'est ça que leur mandat est national. Donc, c'est le développement du Québec dont on parle ici. Mais je regarde Coalia avec le volet au niveau de la plasturgie, le volet au niveau de la minéralurgie, mais aussi, quand on parle de plasturgie, c'est les polymères. Quand on parle de minéralurgie, c'est les minéraux. Tout ça, ça a donné naissance éventuellement à une expertise un peu complémentaire au niveau des matériaux avancés. Et là, on attire l'attention de gros joueurs au niveau international avec toutes nos capacités de recherche que nous avons. On est bien outillés, bien équipés, mais au-delà de ça, on travaille dans des créneaux très, très stratégiques. Développer des nouvelles matières, des nouveaux matériaux qui vont faire en sorte d'améliorer, je dirais, certains produits, que ça pourrait être en aérospatial, en aéronautique. Ça peut être des choses plus simples dans d'autres domaines, mais l'objectif, c'est comment peut-on améliorer ce qui existe déjà. Chemitech, pendant ce temps-là, eux autres, sont en chimie verte, chimie environnementale, et ils font aussi ce qu'on appelle de la mise à l'échelle de procédés. Dans ce cas-ci, on essaie d'accompagner les entreprises dans toutes les étapes qui précèdent leur lancement commercial. Des fois, on appelle ça de la pré-production commerciale, en d'autres mots. Comment on peut améliorer notre procédé, travailler en petits lots avant d'aller vers une production à plus grande échelle. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait. Puis, ce qu'il y a derrière ça, c'est derrière tout projet de recherche de ces 2 CCTT, Centres collégiaux de transfert technologique, il y a une volonté d'améliorer la situation des entreprises dans un créneau donné, un secteur donné. On est dans le recyclage des plastiques. Chez Coalia, on est dans les minéraux critiques. On touche à un paquet de choses que, si on regarde l'actualité un peu, on se rend bien compte que c'est une des choses qui rend le Québec intéressant, c'est son eau, mais c'est minéraux stratégiques également. Oui. Donc, on travaille dans ce domaine-là. Toute la région ici aussi, d'ailleurs, avec tous les projets qui se développent. La fameuse valorisation des RMA, les résidus miniers amiantés, dans notre cas. Tout ça, je dirais, c'est associé de près à nos centres de recherche. Je reviens encore que le même mot, levier. C'est un levier pour accompagner les entreprises dans leur développement. Donc, très intéressant. Les coupures ont fait en sorte qu'Athletica Innovation a été mis sur pause au cours de la dernière année. C'est quand même la preuve que oui, ça a des impacts, ce genre de choses-là. Athletica Innovation, avec toute l'expertise qu'on avait au niveau sportif, on se disait, on est bien positionné pour faire de la recherche qui va aider au développement des athlètes. Mais on ne voulait pas nécessairement travailler sur
la performance peut améliorer quelqu'un qui fait un sprint sur 100 mètres. C'est pas nécessairement ça. Mais c'était plus sur, on appelle ça PSN, pratique sociale novatrice. Le vécu des athlètes, c'est pas toujours simple, la vie d'athlète d'excellence. La présence des femmes, comment est-ce qu'elles vivent leur propre réalité au niveau du sport, de l'athlétisme, etc. Fait que c'est vraiment beaucoup dans cet angle-là qu'on travaillait, mais c'était plus difficile d'aller chercher des subventions. Les coupeurs on était en présence de coupeurs qui nous ont amenés à faire quelques choix. C'est pas la fin, mais c'est sur pause. Clairement, okay. C'est sur pause. Là, on focus vraiment sur Coalia, sur Chemitech, l'Observatoire national sur l'amiante. Et il y a quand même de la recherche hors centre de recherche qui existe. Ça peut être en pédagogie, ça peut être dans toutes sortes de domaines. Je parlais tantôt des étudiants de première génération. Avec le pôle en enseignement supérieur, le Cégep avait fait une recherche sur ce domaine-là pour bien outiller l'ensemble de la région. Là. Okay. Donc, c'est le genre de choses qu'on est en mesure de faire. Parfait. Y a-t-il des nouvelles orientations stratégiques ou pédagogiques que vous souhaitez mettre de l'avant dans les prochaines années? Bien, la réponse est oui, mais pour ça, ça va prendre le nouveau plan stratégique. En d'autres mots, on termine en 2026 un plan stratégique et il va y en avoir un nouveau en 2027. Je ne suis pas rendu aux dates, là, mais fondamentalement, c'est l'occasion qu'on a de remettre ce qu'on fait déjà en question, de le consolider, de l'ajuster, de le changer et d'ajouter des nouveaux créneaux. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est assez clair que l'intelligence artificielle va jouer un rôle pas mal plus important dans ce prochain plan stratégique-là qu'en 2018-19, quand on avait rédigé l'autre. Parce qu'on est en plein dedans présentement. On va espérer d'être plus chanceux. La dernière fois qu'on a écrit un plan stratégique, on est tombé pendant le COVID. Fait que cette fois-ci, on aimerait ça que ça se passe autrement. Je peux vous comprendre, oui.